Et c'est Mélina Fachin qui nous présente le journal de 7h. Bonjour Mélina. Bonjour Lionel, bonjour à tous. On le disait donc depuis ce matin, la Gironde est à nouveau au cœur des flammes. Deuxième incendie dans le secteur de Landiras depuis le début de l'été. En juillet, 14 000 hectares de végétation étaient déjà partis en fumée. Le feu est reparti hier. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour Mélina, bonjour à tous. Vous êtes sur place en Gironde pour Europe 1. Le feu progresse toujours. Et oui, selon un premier bilan, 6600 hectares de forêt ont brûlé depuis la reprise de l'incendie mardi soir. C'est 400 de plus uniquement la nuit dernière. À Ostens, où je me trouve ce matin, un important nuage de fumée a enveloppé le village et les flammes continuent de ravager les pins le long des routes. Les pompiers ont bataillé près de la petite commune de Belin-Bélier toute la nuit pour empêcher les flammes de dévorer les maisons. Elles se trouvaient à peine 500 mètres des habitations hier après-midi. Les 1100 pompiers présents ici font face encore ce matin à 8 têtes de feu différentes. Les prévisions météo annoncent pour aujourd'hui 40 degrés en moyenne sur la Gironde et un taux d'humidité à peine 10%. La journée s'annonce donc très compliquée pour les pompiers. La première ministre Elisabeth Borne et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendront d'ailleurs sur place aujourd'hui. Merci Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1 en Gironde. Notez que le maire de Landiras, Jean-Marc Pelletan, sera notre invité tout à l'heure à 7h40. D'autres incendies sont également en cours dans d'autres régions de France, Mélina. En Lozère et dans l'Aveyron, le feu qui a parcouru 700 hectares a cessé de progresser sans pour autant être maîtrisé. Un homme qui s'est présenté de lui-même à la gendarmerie, suspecté d'avoir accidentellement déclenché ce feu, a été mis en examen hier. Dans le Jura, plusieurs feux ont ravagé près de 110 hectares. Dans la Drôme, l'incendie qui s'est déclaré vendredi dernier n'est toujours pas maîtrisé. Il a détruit près de 300 hectares. Et dans ce contexte, la canicule continue de gagner du terrain, notamment dans l'ouest du pays. 18 départements sont en vigilance orange canicule, du Finistère aux Hautes-Pyrénées. Et il n'y a pas que la France qui souffre de ces chaleurs extrêmes. Toute la semaine sur Europe 1, nous vous proposons un tour du monde pour voir comment les autres pays gèrent la canicule. Aujourd'hui, direction l'Espagne qui a mis en place des mesures anti-gaspillage plutôt radicales. Reportage de Nina Droff. Le thermomètre fixé au mur de la gare de Tarragone affiche 27 degrés, température minimum fixée par le gouvernement pour l'air climatisé dans les gares, les transports, les cinémas ou encore les commerces. Et certains ont du mal à s'y faire. Assis sur un banc, Annika s'évente frénétiquement avec son ticket de train. C'est impossible de vivre dans cette chaleur. À 27 degrés, il fait encore très chaud. Pour moi, une température agréable, c'est entre 18 et 21. Dans les boutiques de l'autre côté de la rue, la mesure ne rencontre pas beaucoup plus de succès. À l'intérieur, la clim tourne à plein régime. La supérette d'Ahmed et le magasin de souvenirs de Maria boudent carrément la nouvelle obligation. On ne devrait pas nous imposer ça. Déjà, les aliments ne vont pas tenir. Et surtout, on doit travailler sous cette chaleur, porter des choses. On ne peut pas. S'il fait très chaud dans une boutique, le client va s'en aller tout simplement. Avec la chaleur, tu ne peux pas te concentrer sur ce que tu vois, ce que tu comptes acheter, sur rien. Les cafés et restaurants sont eux un peu épargnés avec une température minimum fixée à 25 degrés. Juan, assis au bar, est prêt à s'y résigner. C'est une bonne mesure pour économiser de l'énergie. Tant qu'on s'adapte aux différents contextes de travail, qu'il y a des variations, il faut aller dans ce sens. On n'a pas vraiment le choix. Seuls les salons de coiffure, les centres de santé et les écoles sont exemptés de ces restrictions. Tarragone, Nina Droff, Europe 1. Cette question maintenant à 7h05 sur Europe 1. Comment lutter contre les pédophiles en ligne sans mettre en danger le respect de la vie privée ? C'est une équation pas si facile que cela à résoudre. La Commission européenne souhaite obliger les réseaux sociaux à surveiller les conversations de ses usagers pour repérer les contenus pédophiles. Sauf que le contrôleur européen et le comité de la protection des données s'inquiètent de ce nouveau règlement. Pourquoi exactement, Gladys Lafitte ? En fait, la Commission européenne veut forcer les plateformes et services de messagerie, même cryptés comme WhatsApp, à scanner les messages des utilisateurs pour détecter de possibles contenus pédopornographiques. Cela pourrait être des photos, des vidéos ou encore des conversations de potentiels pédophiles qui solliciteraient des mineurs. En somme, tout ce qui pourrait être délictuel ou criminel, les plateformes elles-mêmes doivent le repérer, le signaler aux autorités et le supprimer. Sauf que cela impliquerait de surveiller indifféremment des conversations privées, de
n'importe qui, sans ciblage. Et c'est bien cela qui inquiète l'équivalent de la CNIL européenne, qu'il y ait des erreurs et que des personnes soient accusées à tort à cause de l'intelligence artificielle. Les défenseurs du projet assurent qu'un nouveau centre européen serait créé pour justement contrôler tout ce qui est signalé par les plateformes avant d'être transmis à la police. Les précisions de Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. L'actualité à l'étranger, c'est cette attaque frontale du ministre de l'économie brésilien contre la France qui a retenu notre attention ce matin. Paulo Guedes est habitué aux sorties tonitruantes et plus ou moins déplacées. Ce ministre clé du gouvernement de Jair Bolsonaro n'avait pas hésité, par exemple, à traiter Brigitte Macron de très moche cette fois-ci. Il a réagi au fait qu'Emmanuel Macron s'oppose à la ratification d'un accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur et au doute du président français quant à l'engagement du Brésil de défendre l'environnement. Écoutez-le. Un jour, un ministre français m'a dit « Vous êtes en train de brûler la forêt ». Je lui ai répondu « Et vous, vous avez brûlé Notre-Dame ». Ce sont des accusations futiles. Vous n'avez pas brûlé Notre-Dame, mais vous n'avez pas empêché le petit pâté de maison à côté de prendre feu. Chez nous, la forêt amazonienne est plus grande que l'Europe. Et vous nous critiquez. En 2000, nos échanges commerciaux avec la France s'élevaient à 2 milliards de dollars, autant que la Chine. Aujourd'hui, c'est 7 milliards avec vous et 120 milliards avec la Chine. Vous devenez insignifiant pour nous. Vous avez intérêt à bien nous traiter. Sinon, on va vous envoyer vous faire foutre. Voilà, ça a le mérite d'être clair et effectivement pas très classe. Ça. La provocation comme arme diplomatique. Plus sérieux maintenant, bientôt 6 mois que la guerre en Ukraine a commencé et elle fait toujours rage. Pour la 3e fois en quelques jours, la centrale nucléaire de Zaporijia a été bombardée dans la nuit de mardi à mercredi, tuant 14 civils. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui en urgence pour en parler. En quelques mois, ce conflit a bouleversé la vie de millions de personnes partout dans le monde, y compris à plus de 5000 km de là, dans le quartier new-yorkais de Little Odessa, là où vit la plus grande communauté russophone des États-Unis. Reportage de notre correspondant Alexis Guilleux. À la sortie du métro, le cyrillique remplace les lettres latines sur les devantures des magasins. Félix est ukrainien, il vit aux États-Unis depuis 30 ans. Il patiente devant une boutique décorée de drapeaux bleus et jaunes. La guerre a beaucoup changé nos relations. Avant, Russes et Ukrainiens, on était comme des frères. Plus maintenant, parce qu'ils défendent toujours la Russie. À Little Odessa, 45% des habitants parlent une langue slave. Beaucoup ont fui la Russie dans les années 90. Denis a lui quitté Moscou avec sa mère juste avant le début de la guerre. Il est maintenant serveur dans un restaurant ukrainien. Je ne suis pas d'accord avec la guerre. C'est pour ça que je travaille avec des Ukrainiens. On est comme une famille ici. On se soutient les uns des autres. Parfois, il y a des Russes favorables à la guerre, mais je ne leur parle plus. Tout cela sur le quartier soutient massivement l'Ukraine dans ce conflit, une guerre vécue comme un déchirement par Irina. Je suis à moitié russe et à moitié ukrainienne. Et maintenant, les différentes parties de mon âme luttent l'une contre l'autre. J'adore la culture russe et j'adorerais le peuple russe. Kharkiv, sa ville natale, a été dévastée par les bombes russes. Ce sont mes ennemis maintenant, ils ont tout détruit, lance-t-elle le regard planté dans l'océan Atlantique. New York, Alexis Guilleux, Europe 1. Et on va finir avec le sport et le football. Mélina, le Real Madrid qui a remporté hier soir sa 5e Supercoupe de son histoire. Ce match qui voit s'affronter le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa. Victoire donc hier 2-0 des Madrilènes contre l'Eintracht Francfort, notamment grâce à un but de Karim Benzema. À 34 ans, le Français continue d'écrire sa légende, Lucas Courtin. Si en 97 on avait dit au petit Karim, 10 ans et originaire de Bron, dans la banlieue lyonnaise, tu marqueras l'histoire du Real Madrid, pas sûr qu'il nous aurait cru. Et pourtant hier soir à Helsinki, à l'occasion de la Supercoupe d'Europe, Karim Benzema est entré un peu plus dans l'histoire du club madrilène. Un 324e but historique pour le Français qui dépasse d'une unité l'une des légendes du football espagnol, Raoul. Alors oui, il est encore loin des 450 buts de Cristiano Ronaldo et probablement qu'il ne les atteindra jamais. Mais l'attaquant des Bleus pourra tout de même se targuer d'être le 2e plus grand buteur de l'histoire du Real Madrid, l'un des plus grands clubs du monde. 13 ans passés dans la capitale espagnole, 606 matchs disputés et 23 trophées remportés avec le Real. Tout simplement un record pour un Français à l'étranger. Finalement, on se dit qu'il ne reste plus que ce fameux ballon d'or que tout un pays attend avec impatience depuis Zinedine Zidane en 1998. Allez, encore 2 mois à tenir pour savoir, mais c'est long, 2 mois, très long. Il aura le ballon d'or. On l'espère. On l'espère. Et puis il y a une Coupe du Monde aussi qui se profile. Merci Lucas Courtin. Pour finir Lionel, est-ce que ça vous plairait de posséder un maillot de Michael Jordan ? Ça dépend du prix.
Justement, préparez votre chéquier si vous vous décidez à passer à l'action, parce que le maillot effectivement qu'il portait lors de sa dernière saison avec les Chicago Bulls va être mis aux enchères en septembre aux États-Unis. Attention, il est estimé entre 3 et 5 millions de dollars. Alors, c'est pas pour moi. On laisse tomber. Merci Mélina Fachin. À tout à l'heure. À tout à l'heure.